Donc nous allons maintenant accueillir Joël Fagot, directeur de recherche au laboratoire de psychologie cognitive de l'université d'Aix-Marseille. Il dirige l'équipe Cognition Comparée et il va nous présenter ses méthodes et ses travaux qu'il réalise sur un modèle primate, le babouin. Je le remercie d'avoir accepté l'invitation et je lui laisse la parole. Merci Raphaël et bonjour à tous. Alors en fait, comme je suis quelqu'un qui travaille sur le primate, j'avais l'intention aujourd'hui, si j'arrive à faire tenir le micro, de d'abord très rapidement vous présenter un peu les différentes approches qui existent autour de la question de la cognition du primate. Et après, je vais progressivement me focaliser sur les recherches qu'on conduit au sein du laboratoire, en essayant de vous montrer des approches qu'on essaie d'être un peu différentes des approches traditionnelles et un peu plus intégratives. Alors en fait, un peu à l'image de ce qui se passe en psychologie humaine, il y a une grosse diversité d'approches en psychologie animale et notamment en psychologie des primates. Et on peut considérer qu'il y a une sorte de continuum depuis les approches qui sont peut-être les plus... Alors tout à l'heure j'ai entendu réductionniste, j'aime pas réductionniste parce que ça fait un peu péjoratif, mais les plus focales peut-être, jusqu'aux approches les plus intégratives. Alors, le premier niveau d'approche est peut-être celui du behaviorisme. Alors, vous connaissez peut-être le behaviorisme. L'idée générale, c'est que quand on adopte cette approche-là, on va essayer d'éviter toute inférence et on va plutôt se focaliser sur le comportement, essayer de regarder simplement les principes qui vont faire émerger le comportement. Et donc, l'idée, c'est que le singe, si on parle du singe, finalement, il va être confronté à un stimulus. Ce stimulus va être à l'origine d'un comportement. Et puis, naturellement, avec une perspective un peu fonctionnaliste, le comportement mène à des conséquences. Et donc, l'idée, c'est que l'animal va apprendre finalement une association stimulus-réponse en fonction de la nature de la conséquence. Et je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Une autre perspective, peut-être un peu plus intégrative, est celle de la psychologie cognitive. Cette fois-ci, on va dire qu'on va faire l'hypothèse qu'on peut inférer la nature des processus cognitifs à partir de l'étude du comportement, éventuellement de l'expérimentation. Et donc là, l'idée, c'est que les processus cognitifs vont être éventuellement conceptualisables comme une chaîne de traitement. Et donc, ça va aller de ce qu'on appelle les processus bas niveau. Donc, on va s'intéresser aux phénomènes de perception, expérimentalement peut-être. Et puis, une fois qu'on a décrit la perception, on va s'intéresser aux phénomènes d'attention. On va essayer de décrire les phénomènes de mémoire, essayer de quantifier, par exemple, la taille de la mémoire à court terme, la résistance à long terme de l'information, ce genre de choses. Et puis les capacités, si on monte encore, de raisonnement, d'inférence, etc. Et voilà, donc si on fait de la psychologie cognitive, et c'est en gros globalement l'approche de la psychologie comparée, ce qui va nous intéresser, c'est de décrire cette chaîne de traitement qui va mener finalement de l'entrée perceptive au comportement le plus complexe qui est sous-tendu par une cognition complexe. Après, on peut éventuellement avoir une autre perspective. On se dit, voilà, le primate, c'est un animal social. Et donc, si je veux comprendre le primate, ce que je vais devoir comprendre, c'est la dimension sociale du primate. D'accord ? Il n'y a pas de primate solitaire. Et donc, comprendre le primate, ça va consister à essayer de comprendre, par exemple, la nature des interactions sociales. Et donc, on va aller faire dans ce domaine-là des sociogrammes. Et puis, on va décrire les relations affiliatives ou agonistiques entre les individus. Et puis, éventuellement, on va se poser la question, est-ce qu'il existe des fonctions cognitives particulières au primate dans le domaine social ? Par exemple, est-ce que le primate est capable d'imitation ? Est-ce qu'il est capable de théorie de l'esprit ? Est-ce qu'il est capable de coopération ? Donc ça, pour les gens qui sont intéressés pour la cognition sociale, comprendre le primate, c'est vraiment comprendre cette dimension-là, la cognition sociale, qui est indispensable pour comprendre l'animal. On peut avoir une perspective encore plus large. Et on se dit, voilà, finalement, le comportement et la cognition qui est derrière tout ça, c'est probablement quelque chose qui est adaptatif. Et donc, c'est le résultat d'une histoire, et c'est notamment le résultat d'une interaction avec un milieu. Et donc là, on est dans l'approche de l'écologie comportementale, avec l'idée que si on veut comprendre l'animal, finalement, il faut comprendre cette relation entre le comportement et la cognition et le milieu. Et donc, si on adopte ce type d'approche, on va essayer de comparer différentes espèces de primates qui vivent dans des niches écologiques différentes et puis essayer de comprendre les principes d'organisation du comportement et de la cognition en fonction précisément de ces niches écologiques. Puis on peut aller encore plus loin et puis on peut avoir une perspective cette fois-ci évolutive, essayer de comprendre finalement la phylogénèse des processus cognitifs au sein des primates. Puis en comparant par exemple des espèces assez éloignées phylogéniquement de nous, plus proches de nous, essayer de voir comment tout ça se structure dans une perspective évolutive. Alors qui a raison ou qui a tort dans tout ça ?
Bah, évidemment, tout le monde a raison, quoi. C'est-à-dire qu'il y a de l'information intéressante à aller chercher à tous les niveaux. Et je crois qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle ici, des étudiants, et je crois que le vrai problème qu'on aura plus tard, c'est d'essayer finalement, non pas de se focaliser dans un domaine ou sous-domaine, mais d'essayer d'avoir une vision un peu intégrée de ce qu'est la cognition animale et les différents paramètres qui vont contrôler cette cognition. Mais avoir une conception intégrée de ça est finalement assez difficile, parce que en fonction de l'endroit où on se trouve dans ce diagramme-là, on n'a pas du tout les mêmes approches théoriques et on n'a pas du tout les mêmes approches méthodologiques. Alors par exemple, si je reviens sur les deux premières approches, behaviorisme et psychologie cognitive, les questions qui sont posées sont clairement des questions au niveau individuel. Et finalement, la question, c'est comment le comportement est produit. Quels sont les mécanismes internes à l'animal, à l'individu, qui sont à l'origine du comportement. Et puisqu'on est au niveau individuel, finalement, la meilleure approche, c'est une approche d'expérimentation. Et donc, quand on est à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va naturellement travailler dans un laboratoire. Donc, on va avoir, par exemple, des singes dans un espace. On va isoler le singe parce qu'on va travailler au niveau individuel. Et puis, on va appliquer des protocoles comportementaux pour tester les fonctions cognitives de cet animal-là. Éventuellement, c'est également l'approche des neurosciences cognitives, où cette fois-ci, on va adopter en plus des protocoles comportementaux, les possibilités de mesurer l'activation cérébrale pendant la résolution de problèmes. Ça, c'est quand on est d'un côté du continuum. Mais de l'autre côté du continuum, la question, c'est quelle est la cause du comportement ? Qu'est-ce qui fait que le comportement est produit ? Et la cause, finalement, on va la trouver dans le contexte. Et donc, si on veut étudier cette question-là, on va avoir besoin, finalement, de travailler dans un milieu enrichi. Et là, il n'est plus question de laboratoire. On a besoin, cette fois-ci, d'aller soit sur le terrain, donc sur le terrain et faire des observations en milieu naturel, ou éventuellement, on va trouver des situations un petit peu intermédiaires, des semi-terrains. On va aller dans un zoo et décrire, par exemple, la structure sociale dans un milieu semi-naturel. Évidemment, il y a une fonction d'échange entre les deux. Alors les deux sont complémentaires, mais les deux ont quelques difficultés à se parler. Et pourquoi il y a une fonction d'échange ? Parce que le laboratoire, c'est vraiment un superbe microscope, on peut voir des trucs très en détail. Mais quand on voit le détail, on ne voit pas ce qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'on perd complètement l'information liée au contexte quand on travaille au niveau du laboratoire. Et à l'opposé, quand on est sur le terrain, on voit tout le contexte, mais on n'a pas le microscope pour aller chercher un peu l'information qu'on a au niveau qui est possible d'observer au niveau du laboratoire. Et donc l'idée, c'est d'essayer de trouver des méthodes qui vont nous permettre finalement, un peu ce que disait Martin Jurfa tout à l'heure, essayer d'intégrer un peu ces doubles perspectives où on va essayer d'avoir en fait un vrai travail de laboratoire, un vrai travail d'expérimentation, mais dans un contexte, si possible, un peu enrichi. Et c'est un peu dans cet esprit-là que j'ai essayé de créer un nouveau laboratoire. Et l'idée, c'est de créer finalement un laboratoire qui soit un vrai laboratoire. Donc un laboratoire où on va expérimenter, un laboratoire où on va manipuler des variables, un laboratoire où on va mesurer des temps dans des tâches si possible complexes. Mais c'est un laboratoire finalement en contexte, c'est avec l'idée que, enfin vous allez voir comment je présente ça, c'est un laboratoire où en fait on ne va pas isoler l'animal, on va le faire travailler dans un contexte enrichi. Le laboratoire, j'ai créé il y a 5-6 ans, c'est vraiment une approche très particulière de la cognition animale. Et il est localisé à Aix-en-Provence, donc il y a du soleil, on est bien. Il est entre Aix et Marseille. On travaille, il y a une station de primatologie CNRS et on travaille avec des babouins. Donc ce sont des animaux qui sont à peu près au même niveau phylogénétique que les macaques. Une trentaine de millions d'années nous séparent des babouins. Dans ce laboratoire, on fait de l'expérimentation, donc on va utiliser les principes généraux du conditionnement opérant. Et les principes généraux du conditionnement opérant, c'est qu'on va présenter des stimuli au singe, on va le mettre en situation de répondre à ces stimuli, et puis l'animal va avoir des conséquences positives à ses réponses à ces stimuli. Ça, c'est le principe général, mais dans le principe général du conditionnement, il y a une idée toute simple. C'est que finalement, un comportement va être produit ou non en fonction de la valence globale de sa conséquence. Donc si j'ai un comportement qui a une conséquence essentiellement négative, l'animal va plutôt éviter de le produire, parce que la conséquence du comportement est négative. À l'opposé, si mon comportement a des conséquences essentiellement positives, là l'animal va naturellement essayer de le produire, et puis ensuite de le reproduire, justement pour reproduire la conséquence positive de ce comportement. Et si on applique ce principe un peu sérieusement, en fait, on peut essayer d'imaginer un laboratoire complètement différent des laboratoires habituels. Et ce serait un laboratoire, finalement, où on va appliquer quoi ? Uniquement des tests à valence positive. Ça, c'est la base.
Le test à valence positive va faire en sorte que l'animal va se mettre lui-même en situation de reproduire le comportement. Et donc on va travailler sur un principe de volontariat. Et donc on va essayer de trouver des situations où l'animal va participer de manière volontaire, sans capture. Et la cerise sur le gâteau, on va essayer de le faire en groupe social. Et si on le fait comme ça, on va pouvoir cette fois-ci essayer d'avoir une expérimentation au niveau individuel, mais aussi des informations au niveau social. On va essayer de combiner tout ça. Donc voilà la suite de mon exposé. Donc je vais essayer de vous présenter ce laboratoire. Ensuite, je vais essayer de vous présenter les avantages de la méthode pour étudier les fonctions cognitives qu'on teste au niveau individuel, qu'on teste au niveau social, l'interaction entre ces deux niveaux d'analyse. Et ensuite, je vous dirai quelques mots sur le bien-être animal dans ce genre de contexte. Vous avez une vue extérieure de mon laboratoire. La vidéo marche, c'est très bien. Alors en fait, on est dans un zoo ici. Donc sur l'extérieur, on n'est pas dans un zoo, mais enfin, c'est un peu l'apparence d'un zoo. Donc les animaux vivent dans un enclos de 700 mètres carrés, et dans cet enclos, il y a une trentaine de babouins qui sont tout à fait libres de faire ce qu'ils veulent. Là, vous voyez Mila, qui est un individu assez âgé, il a 32 ans, c'est vraiment un individu, un des plus âgés du groupe. Et ce que vous avez vu, c'est que Mila est rentré en fait tout à fait librement dans un espace qui est connecté à l'enclos. Alors une fois que Mila rentre dans l'enclos, où est-ce qu'il va se trouver ? Il va se trouver là. Et là, c'est un laboratoire. Et donc, dans ce laboratoire, on va pouvoir tester ces animaux dans des logiques de conditionnement opérant. Alors, pourquoi conditionnement opérant ? Vous avez ici, en fait, une vision de chaque box expérimentale. Donc, le singe va tout à fait librement s'asseoir à l'intérieur de la cage. Il prend la cage qu'il veut. Il a devant lui un écran d'ordinateur. Donc, on va pouvoir lui appliquer des stimulations. Il a devant lui un distributeur de nourriture. Donc, s'il répond correctement dans la tâche, il va obtenir une récompense. Et puis surtout, on lui a implanté une fois pour toutes dans le bras. Ce que vous mettez dans vos chiens pour les identifier, c'est ces petites micropuces qu'on appelle des transmondeurs. Et puis cette micropuce va permettre finalement à l'ordinateur de reconnaître l'animal quand il vient. Et puisqu'on reconnaît l'animal quand il vient, on va pouvoir dire que cet animal est affecté à tel programme expérimental précisément. Et donc on va pouvoir éventuellement dérouler des programmes expérimentaux indépendants pour chaque singe, ou éventuellement similaires pour 5 singes en parallèle. C'est ça l'idée générale de l'expérimentation. Donc, comme ce genre de laboratoire n'avait jamais été créé, on l'a ouvert en 2009. Et je vais vous donner quelques chiffres pour vous montrer à peu près l'efficacité de la démarche. Alors, non, avant, je vais vous montrer ça. Ce que je vais vous montrer, c'est un peu finalement l'évolution naturelle comment ça s'est mis en place, le fonctionnement du laboratoire. Vous allez voir une petite vidéo, c'est la toute première heure où j'ai ouvert le laboratoire. Vous allez voir ce qui se passe. Alors en fait, il faut bien savoir qu'il y a 30 singes derrière. Ce que vous voyez, ce sont les deux mâles dominants. Donc là, vous retrouvez Mila tout à l'heure. Et Mila, il n'a jamais vu le système lui-même, il n'a jamais vu les bungalows ouverts. Donc vous allez voir que la première étape, c'est naturellement d'y aller. Mais ça, c'est pas simple. Parce que c'est potentiellement dangereux. Bon, enfin bref, au bout d'une heure, vous avez Mila qui y est. Un petit peu plus tard, et là, on est à peu près à la 2e heure. Alors là, il y a une fonction sociale, c'est-à-dire que c'est un milieu potentiellement effrayant, et donc on a intérêt à serrer un peu les coudes. Et donc là, vous regardez à l'intérieur d'une seule cage, on a 5, 6 singes à la fois. Oh là là, quel bazar. Alors comment faire de l'expérimentation avec ça ? Mais en fait, l'intérêt, et c'était un peu ce qui était prévu au départ, c'est que normalement, essayez de vous mettre à la place du singe. À l'intérieur de chaque petite cage, il y a en fait la possibilité d'avoir une récompense. Et quelle est la meilleure solution pour avoir cette récompense ? C'est de se mettre dans un contexte qui soit favorable à l'obtention de la récompense. Et donc très très vite, on a des processus de sélection qui se mettent en place. Et donc vous voyez ce singe ici qui va regarder. Ici, est-ce que c'est libre ? Est-ce que c'est libre ? Peut-être que c'est pas libre, mais est-ce que c'est socialement compatible pour que j'y aille ? D'accord ? Et donc l'animal va y aller, et puis une fois qu'il y est, on va le retrouver dans cette situation-là. Et donc vous avez ici le singe qui va rentrer, c'est socialement compatible. Éventuellement l'autre singe va sortir parce qu'il n'y a pas de raison de faire un conflit, je vais aller plus loin ailleurs, faire mon expérimentation. Et j'ai ici une participation complètement volontaire. Alors vous voyez qu'il y a des grains de blé qui tombent à chaque fois. Donc à chaque fois qu'il interagit vraiment complètement et correctement avec la tâche, il obtient sa récompense alimentaire. Donc ça c'est le principe général. Alors est-ce que ça marche ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça ? Je vais essayer de vous le démontrer. Donc j'ai ouvert ce laboratoire en 2009.
Ce que vous avez ici, c'est un tableau un peu synthétique de ce qui s'est passé 3 ans après. J'ai fait la moyenne sur 2012. Là, c'est une sorte de résumé d'une activité sur 2012. Dans ce laboratoire, il y a une trentaine de singes. En 2012, le chiffre en bas à droite, j'ai pas de pointeur, on a mesuré à peu près 8 millions d'activités sur l'année. Alors, vous avez sur la colonne la plus à droite le nombre d'essais moyens réalisés par singe et par jour, en moyenne. Et vous voyez quel est ce chiffre. D'abord, vous pouvez remarquer qu'il n'y a absolument pas de zéro, ça veut dire que tout le monde intervient, tout le monde vient participer. Le chiffre le plus petit, c'est celui-ci. Alors, j'arrive pas à le lire d'ici, mais c'est 300 quelque chose, autour de 400. Et puis, le chiffre maximal, moyen sur l'année, parce que bien évidemment, il y a des variations, ça va dépendre des tâches, ça va dépendre un certain nombre de paramètres. C'est 1700 essais en moyenne par jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, en moyenne sur l'année. Alors, à partir de ça, on peut commencer à regarder quels sont les paramètres qui interviennent dans l'activité. Par exemple, naturellement, la première chose qui vient à l'idée, c'est est-ce qu'il y a un effet du rang social ? Alors vous avez ici la réponse, il n'y a pas d'effet du rang social. Là, pas d'effet du rang social sur la fréquence d'interaction avec les ordinateurs. En réalité, le petit point rouge que vous avez ici, c'est Pipo, c'est le mâle dominant. Le mâle dominant travaille, c'est vrai que c'est lui qui travaille le moins au niveau du groupe, mais si on oublie le mâle dominant, qui est peut-être un cas particulier, vous voyez que finalement, tous les individus, qu'ils soient au bas niveau de la hiérarchie ou au haut niveau de la hiérarchie, interviennent et participent complètement avec ces tâches-là. En fait, l'effet majeur qu'on trouve en général, c'est un effet d'âge. Ici, vous avez les fréquences d'interaction par jour en moyenne, en fonction de l'âge des sujets. Là, vous avez des sujets qui vont de 1 an à 30 ans, ce qui est pas mal. 30 ans, c'est vraiment très très vieux pour un babouin. Et vous voyez que les jeunes ont tendance à interagir un peu plus que les sujets âgés. Alors ça, c'est vrai, mais on peut aussi regarder, en fait, comme les singes ont la possibilité de venir tout à fait librement, quand ils viennent, est-ce qu'ils viennent longtemps ? C'est-à-dire, en fait, quelle est la durée des séquences d'interaction avec les machines ? Alors, si on regarde la durée des séquences d'interaction avec les machines, on se rend compte que les jeunes viennent, en fait, moins longtemps. En réalité, les jeunes vont faire 80 séquences d'interaction avec les machines par jour, à peu près en moyenne, et chaque séquence va durer autour de 2 minutes. Alors que les vieux vont faire moins d'interactions, mais les séquences vont être un petit peu plus longues et vont être en général à 4 ou 5 minutes. Alors notez quand même que c'est 4 ou 5 minutes. En général, quand on fait travailler les animaux dans les laboratoires, on les fait travailler 1 heure. Parce que souvent, on se sent, enfin on le prend, on le capture, on essaie de le tester, on le relâche. Et donc là, on est vraiment sur une sorte de fenêtre attentionnelle relativement courte de quelques minutes. Et les animaux se calent, voilà, spontanément sur des petites séquences d'activité, mais qui sont nombreuses. Alors ça, c'est une chose, c'est les fréquences d'interaction, mais est-ce que les singes peuvent apprendre des choses avec ça ? En réalité, oui, et on peut leur faire apprendre énormément de choses. À mon avis, c'est très efficace. C'est très efficace pour 2 raisons. Tout d'abord, il y a la fréquence des interactions avec les machines. En fait, on peut faire des apprentissages et des surapprentissages avec un grand nombre d'essais. C'est le premier avantage. Le deuxième avantage, je pense que c'est la fenêtre attentionnelle. C'est-à-dire que le singe va se mettre en situation de pouvoir apprendre. Quand il n'est pas prêt à apprendre, il ne vient pas. Et ça va booster les apprentissages. Alors, je vais vous montrer 2 tâches qu'on leur a appris récemment et qui sont d'une vraie complexité, qui montrent la possibilité de leur apprendre de vraies tâches réellement complexes. Alors, cette tâche, c'est une tâche qu'un de mes collègues qui travaille sur l'autographe m'a demandé de leur faire réaliser. L'idée, c'est de faire une tâche de décision lexicale et donc d'amener un singe à discriminer entre des mots correctement écrits de la langue anglaise et des mots mal écrits. Alors le singe n'a pas accès au sens du tout, il va simplement voir des chaînes de caractères, il y a 4 caractères sur l'écran, mais en fait les règles orthographiques font qu'il existe dans les mots correctement écrits finalement des séquences à l'intérieur des chaînes de caractères, et ces séquences ce sont des bigrammes ou des trigrammes. Par exemple le RE est bien plus fréquent dans la langue anglaise que par exemple le TD. Voilà. Alors, est-ce que le singe est capable d'apprendre ça ? On leur a introduit ce type de tâche. Et en fait, ce qu'il devait apprendre, c'est lorsque je vois un mot correctement orthographié, je vais toucher un rond sur l'écran. Et quand je vois un mot mal orthographié, c'est-à-dire qu'il n'a pas la règle syntaxique, la règle orthographique standard, je dois toucher la croix sur l'écran. Alors, vous allez voir une petite vidéo qui vous montre ça. Donc ici, un non-mot. Un non-mot. Un mot.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un certain moment, en fait, une fois qu'on a appris ça, qu'on a mis le système en route, on va pouvoir présenter n'importe quel nouveau mot, et ce mot va être correctement reconnu comme étant un mot correctement orthographié. Alors, une autre tâche, la deuxième que je vais vous présenter, celle-ci, c'est une tâche autour de laquelle les primatologues ont longtemps couru pour essayer de démontrer ça chez le singe. C'est une tâche qu'on appelle d'appariement relationnel. Alors on sait que les singes sont capables de discriminer des relations. Donc tout à l'heure, Martin Jurfa parlait de relations d'identité ou de différence. On sait qu'ils savent le faire. Là, c'est d'un niveau de complexité supérieur, puisqu'il s'agit en fait de voir d'abord une première paire d'objets qui présentent une relation. Les deux objets sont identiques, par exemple dans la paire qui est représentée tout en haut. Le singe, quand il a vu cette paire, il doit la toucher, mémoriser la relation, et ensuite on lui présente deux paires qui présentent soit la même relation d'identité ou de différence que la paire initiale. Ok ? Et s'il est capable de faire ça, en fait, s'il est capable simplement d'associer des relations entre elles. Donc j'associe identique avec identique, ou j'associe différent avec différent. Alors voilà les singes et la tâche. Vous avez ici des singes qui sont capables d'associer identique avec identique, ou différent avec différent. Alors le suivant, ça c'est identique, identique. D'accord ? Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on va pouvoir ensuite s'amuser avec les courbes d'apprentissage. Et regarder ce qu'ils font et quels sont les nombres d'essais, par exemple, qu'il leur faut pour apprendre et comment se passe l'apprentissage. Alors là, vous avez l'apprentissage sur les quelques sujets qui ont appris cette tâche que vous venez de voir, là, d'appariement relationnel. Et vous voyez que finalement, on a ici, d'abord, c'est beaucoup d'essais. Les unités dans l'axe des X, c'est des milliers d'essais. Donc en fait, c'est des apprentissages qui se déroulent en 20 à 30 000 essais à peu près pour arriver à la tâche. Vous voyez aussi que les performances augmentent de manière très très progressive. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais, en fait, c'est systématiquement le cas dans mon laboratoire, il n'y a jamais d'évidence comme quoi le singe comprenne de manière rapide la règle. Ça se passe toujours par un apprentissage par essai-erreur très très progressif, et c'est ce que vous voyez là. Et bien que ce soit un apprentissage par essai-erreur très progressif, on va arriver à la fin de l'apprentissage à avoir des choses qui apparaissent vraiment relationnelles. Par exemple, ici, vous avez la même tâche que tout à l'heure, mais regardez bien, il y a une différence. En réalité, c'est que le petit élément en haut à droite ici est partagé par la paire en bas qu'il ne faut pas choisir. Donc si je présente ça à mon singe, par exemple, il a deux choix de réponse. Il peut faire ça, et s'il fait ça, il fait un appariement sur l'élément. C'est du perceptif. Mais s'il fait ça, il va faire un appariement sur le relationnel. D'accord ? Vous avez vu tout à l'heure que l'apprentissage par essai-erreur, en fait, est très progressif. Mais qu'est-ce que me font mes singes ? À la fin, ils me font ça. Et en fait, vous avez ici une performance dans cette situation-là qui est de l'ordre de 70-75% d'appariement relationnel. D'accord ? Un autre intérêt de l'approche, c'est qu'on va pouvoir en fait s'intéresser aux différences interindividuelles. Alors en psychologie animale, et notamment sur le primate, on a beaucoup de mal à le faire. On a beaucoup de mal à le faire parce que dans les laboratoires habituels, on a beaucoup moins de singes, et donc on a des difficultés tout simplement à observer les différences interindividuelles. Alors là, on peut le faire, et on va le faire avec une tâche, malheureusement, je n'ai pas la vidéo, mais par exemple celle-ci. Alors c'est une tâche qui va amener à présenter au départ ce qui est présenté sur la gauche. C'est une paire d'objets. Et le singe doit tout simplement apprendre qu'il faut choisir un objet parmi deux. Donc il faut choisir par exemple le rond bleu. Et il apprend ça jusqu'à un certain critère. Et une fois qu'il a appris ça, on va inverser la règle. Et donc cette fois-ci, le singe ne doit plus choisir le rond bleu, puis il doit choisir le carré jaune. C'est une tâche d'inversion. On propose cette tâche non pas seulement avec une paire, mais on fait plein de paires. En réalité, on en a fait 500. Et puis à la fin des 500, on regarde un peu ce qui se passe en fonction de l'âge. Est-ce que les jeunes sont plus capables de flexibilité cognitive, donc d'inversion, que les sujets âgés? Vous avez la réponse ici, c'est évidemment le cas. Donc on voit ici de très belles différences en fonction de l'âge. Donc vous avez les jeunes qui font preuve de flexibilité cognitive, et les sujets âgés sont moins performants dans la tâche. Alors est-ce que ça veut dire pour autant que les âgés sont gênés, sont moins performants dans la totalité des tâches? C'est pas le cas. Alors il y a des tâches qui semblent favorables à des sujets plus âgés. Par exemple ici, vous avez une tâche qu'on appelle la tâche de stop. Et l'idée, c'est que le singe doit dans un premier temps toucher la croix qui est présentée là sur l'écran de gauche. Une fois qu'il a touché la croix,
Et en fait, une fois qu'il a levé le doigt de la croix, on va lui afficher un seul stimulus à l'écran. Et ce stimulus, en général, c'est le rond rouge. Et il doit aller toucher le rond rouge. Mais parfois, dans un petit nombre d'essais, le rond rouge, au moment où l'animal a levé le doigt, va se transformer en un rond rouge entouré d'un anneau blanc. Et là, ça veut dire « arrête-toi ». Et donc, si l'animal est capable de s'arrêter, il reçoit sa récompense alimentaire. Et à l'opposé, donc il est récompensé, soit lorsqu'il touche le rond rouge dans la bonne condition, ou qu'il s'arrête dès qu'il voit l'anneau blanc. Vous allez voir une petite vidéo, c'est très très rapide, il n'y a que 2 essais. Alors, elle est partie, voilà. Là, il touche. Regardez le deuxième essai, il va simplement lever la main, en fait. Tac, il n'y va pas. Vous l'avez vu ? Je peux vous le remontrer si vous voulez. Donc la première fois, il y va direct, mais la deuxième fois, en fait, il ne touche pas. Là, il y va. Et là, il n'y va pas. Alors vous avez ici les performances, et vous voyez qu'en fait, les sujets âgés sont en réalité bien plus performants dans cette tâche. En fait, ils sont capables de s'arrêter. Et pourquoi ils sont capables de s'arrêter ? Simplement, probablement, parce qu'il y a une sorte de ralentissement général qui va permettre, finalement, de mieux s'arrêter dans la tâche. Maintenant, je vais rentrer un petit peu dans le domaine du social et dans le domaine des relations entre cognition individuelle et cognition sociale. Voilà une particularité de mon laboratoire, c'est celle-ci. Regardez ces singes ici qui sont en train de travailler. Donc là, vous voyez une cage, et je déroule la vidéo, et vous voyez la cage d'à côté, et en fait, en réalité, vous avez des animaux qui potentiellement vont travailler côte à côte. C'est pas toujours le cas. Il y a des fois, on va avoir un individu seul dans le bungalow, mais parfois il y en a 2. Puis parfois il y en a 5. Là, c'est le cas, il y en a 5. Donc si je la remets, vous voyez, il y en a un en bas, il y en a un deuxième, il y en a un troisième. Et puis si on monte, en réalité, il y en a 5 là. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça ? On va pouvoir s'intéresser par exemple aux effets de facilitation sociale, ou en fait ce qu'on appelle ici les effets d'audience. Est-ce que la performance d'un individu donné va être affectée par la présence de l'autre ? Alors il y a une théorie, et puis il y a une littérature là-dessus, sur l'animal, et notamment il y a une théorie qui est celle-ci, qui est celle de Zajon, qui dit que quand on est en présence de quelqu'un d'autre, et que ça va finalement de la blatte à la société humaine, quand on est en présence de quelqu'un d'autre, on a tendance finalement à émettre des réponses, mais pas n'importe quelle réponse. En réalité, la réponse qui est la réponse dominante, celle qu'on fait le mieux, celle qu'on sait le mieux faire. Et donc, si quand on présente la tâche en situation sociale, si la réponse dominante est la bonne réponse dans le contexte, finalement la performance va être améliorée en fonction de la présence de l'autre. Mais si la réponse dominante n'est pas la bonne réponse, la performance va être détériorée en fonction de la présence de l'autre. Donc c'est le genre de choses qu'on va pouvoir tester. Et on l'a testé par exemple avec ce genre de tâche. Alors ça, c'est une tâche d'association simple entre des formes. Donc vous avez, sur le premier écran qui est présenté, c'est l'écran du haut. Et on va imaginer qu'on présente par exemple le rond rouge au singe, et le singe voit le rond rouge et il va devoir toucher ce rond rouge. Une fois qu'il a touché le rond rouge, on lui affiche l'écran qui est juste en dessous ici. C'est une croix et un carré. La croix est toujours à gauche. Le carré est toujours à droite. Et le singe doit apprendre que lorsque j'ai vu le rond rouge, je dois choisir la croix. Et à l'opposé, quand j'ai vu la forme polygonale qui est là-bas, je vais choisir le carré. Ça, c'est la tâche de base. Et donc, on va entraîner nos singes à cette tâche de base. Et donc, ça va donner ça. Le polygone mène au carré, et le carré est à droite. Le rond rouge mène à la croix, et la croix est à gauche. Et donc, on a comme ça, par entraînement, créé ce qu'on appelle une réponse dominante, quelque chose que le singe sait faire, quelque chose qu'il a appris à faire et qui est là. Simplement, quand on va le tester, on va mélanger des essais de ce type-là, des essais dominants, 90% des essais, avec 10% des essais qui sont d'un autre type. En réalité, dans ces 10% d'essais, la réponse d'association est toujours la même. Donc quand j'ai vu le rond, c'est la croix. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer la croix. Et la croix qui était à gauche, si je me souviens bien, devient à droite. Alors vous allez voir ici 2 essais. Le premier essai, c'est un essai dominant, c'était à gauche. Et ici, vous allez voir un essai non dominant. Est-ce que vous avez vu la réponse du singe ? En fait, il a fait ça, puis de nouveau, il s'est arrêté pour aller par là. Alors, je vais vous le remontrer si vous l'avez mal vu. Ça, c'est un essai normal.
Ok. Alors là, on va un peu décomposer. Je vais vous présenter le graphe des temps de réponse. Alors vous vous rappelez, il y a dominant et non dominant. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris toutes les réponses dans la tâche et on les a organisées en classes. Donc en gros, on a classé les essais en fonction des temps, de la durée des temps de réponse. Donc sur la gauche, bin1, ça va être la plupart des essais rapides. Et sur l'extrême droite, bin5, ce sont les essais où le singe a pris du temps. C'est-à-dire en fait certainement les essais où il y a de l'attention là, où il y a du contrôle. Et ce que je vais vous présenter, ce sont les graphiques, les données sous cette forme-là. Donc en rouge, vous avez les temps de réponse dans la situation où l'animal doit inverser la réponse. Et naturellement, ces temps de réponse sont plus lents en moyenne que dans la situation où il ne doit pas inverser, ce qui est représenté en bleu. Et les petits points que vous avez ici, qui vont de gauche à droite, sur les lignes rouges et bleues, en fait correspondent à la situation sociale. Donc le plus à gauche, c'est quand je travaille seul. Le point suivant, c'est quand il y a un individu à côté. Le point suivant, c'est quand il y a 2 individus à côté. Et le point suivant, c'est quand il y a 3 ou 4 individus qui travaillent exactement en même temps, dans la même tâche, mais en parallèle. Ok ? Regardez comment les temps de réponse évoluent. Quand l'animal va vite et répond rapidement, on a ça. Et donc, en fait, on a clairement un effet de dominance, mais on n'a pas un effet social. Mais si on a fait évoluer les temps de réponse, naturellement, ils vont augmenter, puisqu'on les a organisés comme ça. Vous voyez qu'il y a un effet social qui va émerger. Et pour les réponses de type dominant, ces réponses vont s'accélérer en présence de l'autre. Donc ici, pour les réponses dominantes, on a clairement un effet de facilitation sociale, donc la présence de l'autre aide à la réponse. Alors que pour les essais non dominants où l'animal se contrôle, en fait, il y a une sorte de gêne liée à la présence de l'autre. Et on a pas mal d'expériences qui montrent que finalement, la présence de l'autre, en fait, gêne un peu ce qu'on appelle les fonctions exécutives, qui sont en réalité les fonctions de contrôle. Voilà. Donc on peut comme ça commencer à jouer aux interactions entre sociales et non sociales. On peut essayer de regarder finalement ces interactions de manière différente dans la manip. Alors je vais vous présenter une manip qui est typiquement une manip de laboratoire et on peut la regarder simplement comme étant une tâche de laboratoire type. Alors cette tâche, c'est une tâche qu'on a réalisée et tout ça c'est publié. C'est une tâche qu'on appelle d'amorçage contextuel. Alors la tâche est relativement simple, on vous affiche un truc à l'écran et allez chercher le T. Donc là-dedans il y a un T, il est là en bas à gauche et vous devez le toucher. Alors simplement le T va être présenté dans des configurations de L, mais il y aura 2 types de configurations. Il y aura des configurations qui vont revenir de manière régulière. Et en fait, ces configurations vont vous permettre de prédire la localisation du T. Donc par exemple, si c'est le cas ici, quand j'ai ce type de configuration de L, le T est toujours en bas à gauche. Puis il y a aussi, pour contraster avec une autre condition, la condition où finalement la configuration ne prédit rien parce que ça va varier d'un essai à l'autre et ça va être indépendant de la position du T. Donc il y a une condition prédictible et une condition non prédictible. Je vais vous montrer le singe qui est en train de résoudre la tâche. C'est là. Donc vous verrez peut-être pas bien, mais en tout cas ici mon singe va chercher son T. D'accord ? Alors il faut savoir que quand il se trompe, en fait, on le punit un petit peu et on le punit par un petit délai avant de présenter l'essai suivant. Ça marche comme ça. Donc voilà, ça c'est une expérience typiquement de laboratoire qu'on pourrait tout à fait tester sur un individu isolé. Et donc, on obtient ce genre de résultat. Donc, on va montrer qu'après 20 000 essais, il y a un effet, par exemple, du fait que le fond soit prédictif. Donc, les petits points noirs qui sont tout en bas, ce sont les temps de réponse lorsque le fond permet de prédire la position du T. Et donc, aller toucher le T est plus rapide quand le fond permet de le prédire. Ce qu'on voit aussi, c'est la mise en place du phénomène. Bref, on va pouvoir décrire comme ça un phénomène de perception du contexte et d'intégration du contexte. Voilà, on peut éventuellement, et ce qu'on a fait ici, c'est regarder les différences entre les sujets. Par exemple, est-ce que l'acquisition de cet amorçage contextuel est plus rapide chez les jeunes, c'est le cas, que chez les sujets adultes. Voilà, on peut regarder ce genre de choses. Mais on peut regarder aussi la manip autrement. Alors rappelez-vous, il y a un enclos autour, et les singes sont venus tout seuls. En fait, si je regarde la vie sociale de mes singes, j'ai des trucs un peu comme ça. Là, j'ai un conflit. Et à l'issue de mon conflit, pof, mon singe va travailler. Et donc mon singe va travailler, et il va me faire des essais que je vais pouvoir mesurer, disons par exemple, les 2 minutes après cette séquence de conflit.
Alors après, j'ai des interactions qui sont un peu d'une autre nature. J'ai des interactions un peu comme ça. Là, vous avez vu, c'est une présentation sociale. C'est un truc qui est très, très commun chez le babouin. Donc vous avez une femelle, Vanina, qui est très calme et qui va aller bosser dans un autre contexte émotionnel. Il y a aussi des fois où on va filmer le singe en train de tout simplement tripoter le sol, et puis au bout d'un moment, l'animal va se lever, puis il va aller bosser, puis on va enregistrer. Donc quel est l'effet de ça? Quel est l'effet du contexte sur les performances cognitives? Alors, une façon de le vérifier, c'est ça. Si on prend une armée d'étudiants, alors là il n'y a pas l'armée, c'était pour reconstituer par la photo. Ici vous avez Julie, une personne qui travaille avec moi. Ce qu'on fait ici, c'est on va simplement quantifier les interactions, quantifier les comportements. Et puis on va simplement marquer à quel moment tel comportement a été observé. D'accord ? Puis naturellement, les bungalows sont ouverts et les tâches sont présentées en arrière-plan. Et donc on va pouvoir avoir une mesure parallèle des interactions sociales avec l'activité dans la tâche. Donc on va quantifier les comportements, on va faire des clusters de comportements, on va considérer que certains sont positifs, certains sont négatifs, on va le vérifier. Puis une fois qu'on a fait ça, on regarde les temps de réponse dans la tâche qui est proposée à l'intérieur des bungalows. Alors ici, vous avez la représentation des temps de réponse. Donc vous avez sur l'axe des X la condition prédictive et non prédictive, et vous voyez que ça baisse sur la droite. Ça correspond à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Quand le fond prédit, ça va plus vite. Mais ce que vous avez surtout, ça se voit peut-être mal, mais les lignes rouges et violettes correspondent en fait au contexte émotionnel. La ligne rouge, c'est le contexte émotionnel positif. Et vous voyez que les temps de réponse sont plus rapides. Et la ligne violette correspond au contexte émotionnel négatif. Et vous voyez que les temps de réponse sont ralentis. Donc très clairement, en fait, on a clairement ici des influences très directes du contexte social sur le traitement de l'information et sur la capacité de répondre rapidement dans la tâche qui est proposée ici. Alors ce qui est remarquable aussi ici, c'est que les meilleures performances sont obtenues quand l'animal est dans le meilleur état émotionnel. D'accord ? Et ça en dit long, ça veut dire que si vraiment on veut faire d'une expérimentation, on a tout intérêt à le faire dans un contexte émotionnel positif pour le singe, puisque visiblement c'est là où on obtient les meilleures performances. Je vais un peu conclure, je ne sais pas où je suis dans mon temps, mais on va avancer sur la question du bien-être animal. Parce que là aussi, c'est une question qui est importante, et quand on travaille avec le primate, et avec toute espèce animale, c'est important d'essayer d'aller dans ce sens-là. Très bien. On peut s'amuser à regarder les animaux dans les enclos et faire de ce qu'on appelle un sociogramme. Donc ici, on prend les animaux, on les filme, on regarde ce qui se passe, et on regarde qui, dans mon groupe social, épouille qui. Et à partir de là, je vais pouvoir faire un sociogramme, et vous avez ici la représentation du sociogramme. Donc je sais que dans mon groupe, j'ai Dora qui épouille Bobo, et j'ai Bobo qui épouille Dora. Je sais, vous voyez, les lignes, plus elles sont épaisses, plus en fait j'ai des fréquences d'interaction, ici positives, entre les individus. Ça, c'est une mesure sociale qui est assez dure à obtenir d'ailleurs, parce qu'il faut vraiment être là, puis coder, et puis ça prend du temps, et c'est quelque chose. On peut aussi essayer de regarder ce qui se passe à l'intérieur des bungalows. Et donc, vous voyez, ici, vous avez des machines, mais en fait, la question, c'est qui est à côté de qui ? C'est-à-dire, en fait, est-ce que dans le contexte expérimental, je vais reproduire mon contexte social que j'ai à l'extérieur ? Et donc, je vais faire, en fait, un sociogramme à partir de qui est à côté de qui au sein d'un bungalow, au même moment. Et donc, Bobo, qui est toujours en interaction avec Dora, est-ce que Bobo est plus à côté de Dora que de quelqu'un d'autre ? Vous avez ici la réponse. Bobo est vraiment, très clairement, toujours à côté de Dora. Et donc, ça veut dire quoi, en fait ? Ça veut dire qu'ici, on n'a pas une expérimentation qui est complètement déconnectée de la vie sociale. On a vraiment une expérimentation qui est intégrée à la vie sociale. C'est simplement un élément qu'on a inséré à la vie sociale, et on a vraiment une sorte de réseau d'informations qu'on va pouvoir aller chercher à l'intérieur des machines ou à l'extérieur de l'enclos, et tout ça est profondément et intimement lié. Alors on peut aussi regarder ce qui se passe. On pourrait se dire, oui, peut-être que le fait de proposer des machines comme ça aux singes, ça va complètement déstructurer de manière complète leur activité générale. On a essayé de vérifier si c'est le cas, et ce n'est pas le cas. On a fait une expérience qui consiste, c'est pas une expérience, ce sont des observations qui vont consister tout simplement à regarder ce qu'on appelle le budget temps. Donc on va quantifier les séquences d'actions. Alors qu'est-ce que peut faire mon singe ? Il peut faire de la locomotion, on va regarder combien de locomotion, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut faire des actions auto-centrées, qui sont souvent pas très bien, mais il peut le faire. Il peut manipuler des objets, il peut faire du resting, c'est-à-dire simplement ne rien faire. Il peut faire du social positif, il peut faire du social négatif. Et on quantifie ça dans les deux conditions.
On va quantifier quand les animaux ont pendant une période longue accès aux systèmes expérimentaux et quand dans une période longue ils n'ont pas accès aux systèmes expérimentaux. Et vous avez ici les résultats ici. Donc en blanc c'est quand ils ont accès et en noir c'est quand ils n'ont pas accès aux systèmes expérimentaux. Et vous voyez que finalement globalement on va garder exactement le même profil, c'est-à-dire que le social va rester social, l'absence de social va rester une absence de social. On n'a pas du tout déstructuré l'activité générale du groupe alors qu'on fait de l'expérimentation en parallèle. En réalité, qu'est-ce qui va se passer vraiment? Il va y avoir seulement 2 postes qui vont un peu baisser en fréquence quand les animaux n'ont pas accès aux machines. Le premier poste, c'est la manipulation d'objets. Les animaux vont un peu moins manipuler des objets à l'intérieur de l'enclos, tout simplement parce qu'ils ont la possibilité de manipuler de l'objet au niveau des machines. Deuxième truc qui va se passer, c'est que en fait, les animaux vont être moins inactifs. Et vous voyez, en fait, on a moins de resting, pas énormément, mais ils vont prendre leur activité sur les machines, sur le budget temps qui est normalement attribué à ce qui se passe en interaction avec des objets, des cailloux, enfin voilà, ou éventuellement sur les périodes d'inactivité à l'intérieur de l'enclos. On a aussi fait récemment des expériences pour vérifier dans quelle mesure ce nouveau protocole pouvait affecter le bien-être ou éventuellement induire du mal-être sur l'animal. Une façon de le faire, c'est de mesurer le cortisol salivaire. Vous savez que le cortisol, en fait, c'est une hormone de stress, et donc plus c'est élevé, plus a priori l'animal est en situation de stress. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a entraîné des singes à sucer des salivettes, et puis on a collecté ça, centrifugé, etc., etc. Et puis on a mesuré ça, et on l'a mesuré dans 2 contextes, quand les animaux ont accès aux machines ou quand les animaux n'ont pas accès aux machines. Et vous avez ici le résultat. Donc l'absence d'accès aux machines, c'est la courbe la plus basse. Et donc en fait, l'accès aux machines est lié à une baisse du taux de cortisol et donc a priori une baisse du stress général des individus qui participent. Alors je vais terminer, j'ai presque fini. Alors maintenant, quelles sont les perspectives en fait pour les neurosciences? Je pense qu'il y a... Enfin, c'est intéressant. Je trouve qu'on est ici dans une... Je ne sais pas si vous en serez convaincus, mais c'est intéressant parce qu'on est dans une démarche qui tend à être intégrative. Vous avez ici en fait des mesures qui sont des mesures prises dans le développement de l'enfant. Si on s'amuse à regarder les fréquences d'interaction de l'enfant avec son environnement, on se rend compte qu'il y a des gros chiffres. Par exemple, un enfant, si on regarde, on compte combien de mots cet enfant va entendre à l'heure, c'est de l'ordre de 2000 mots à l'heure. C'est énorme. C'est-à-dire que la stimulation, elle est considérable. Si on regarde combien de fois un enfant fait de pas quand il apprend à marcher, ça a été quantifié par un papier très joli qui est sorti il n'y a pas très longtemps, mais on se rend compte qu'un enfant entre 12 et 19 mois va faire 2300 pas à l'heure dans la période où il apprend à marcher. On va se rendre compte par exemple que cet enfant va tomber 17 fois en moyenne. Si on regarde les fréquences par exemple d'interaction avec des objets, quand l'enfant a ici 13 mois, un enfant va manipuler des objets à peu près 30 minutes par heure. Vous voyez, donc il y a vraiment des interactions, des fréquences d'interaction considérables. Si on s'amuse à essayer d'estimer le nombre de mouvements oculaires qu'un enfant peut faire, un enfant de 2 mois aura a priori fait quelque chose comme 6 millions de mouvements oculaires. Et tout ça, toutes ces actions, quelles qu'elles soient, en fait, c'est autant de situations où potentiellement l'enfant va apprendre et puis va éventuellement interagir avec cette stimulation. C'est-à-dire que tout ça, c'est de l'apprentissage. Tout ça, c'est potentiellement de l'apprentissage. Et donc là, on est à un niveau d'échelle qui implique finalement des mesures continues pour pouvoir observer ces situations d'apprentissage. Et qu'est-ce qu'on fait là dans notre approche? Finalement, on est quelque part dans cette logique du big data. Alors, on n'est pas dans le big data parce qu'on n'a pas encore des chiffres assez gros, mais on a quand même cette idée qu'on va essayer d'accumuler un grand nombre de données et qu'on va pouvoir, avec ce grand nombre de données, finalement accéder à des phénomènes d'apprentissage qui ne sont finalement pas accessibles dans les situations traditionnelles de test, où finalement on va prendre un singe, on va le tester quelques heures et le relâcher. Là, on n'est pas dans ce type de logique. La logique, c'est vraiment une logique. On va avoir un suivi longitudinal des performances pour éventuellement essayer de les comprendre et voir comment ça évolue. Une autre question, une autre perspective, c'est qu'on est toujours, en fait, et c'est très marqué dans la littérature animale, dans ce débat entre association et cognition. Alors, association, c'est le behaviorisme, c'est tout ce qui est processus qui va lier de manière simple un stimulus et une réponse. Et la cognition, c'est tout ce qui est du domaine de l'inférentiel, du raisonnement, du test d'hypothèse, etc.
Et la difficulté, je pense, dans les protocoles habituels, c'est qu'on a toujours une sorte d'image, justement, où on n'a pas cette continuité dans l'émergence des processus. Et je crois qu'avec cette logique de grosse masse de données, on va progressivement arriver, je pense, à faire le pont bien plus facilement entre tout ça. Tout ça doit probablement être lié. Et là, on se met dans une situation favorable pour voir cette émergence, l'émergence de processus complexes à partir de phénomènes relativement simples, mais qu'on va voir évoluer dans le temps et par apprentissage. Dernière perspective pour les neurosciences, vous voyez bien ici qu'on essaie de viser une vue un peu plus intégrative de la cognition animale, avec bien évidemment un accent sur les mesures individuelles et les paramètres individuels, un accent sur tout ce qui est du domaine social, et c'est vrai qu'on connaît vraiment pas grand-chose sur l'interaction entre le niveau individuel et le niveau social sur le primate. Des questions toutes simples, quels sont les traits cognitifs du mâle dominant ? Je veux dire, on ne les connaît pas. Et ça, ce sont des genres de questions qui n'ont jamais été résolues parce qu'on n'a jamais vraiment travaillé sur cette interface entre social et cognition. Et je crois que là, on est dans un outil favorable pour le faire. On a un outil favorable pour le faire. Voilà, je m'arrête là. Je vais naturellement remercier les gens avec qui je travaille. Tout ça ne se fait pas tout seul. Donc, il y a pas mal de gens qui travaillent, des étudiants, des collègues nationaux dans l'équipe, dans le laboratoire et à l'étranger. Et puis, il y a naturellement aussi les gens qui s'occupent des primates, et c'est important quand on travaille sur le primate, donc les gens de la station de primatologie de Rousset, qui sont indispensables naturellement au fonctionnement d'un tel laboratoire. Et puis, je remercie les organismes financeurs, il y en a eu pas mal, l'Europe, les laboratoires, la région, etc., l'ANR. Puis, merci à vous. Il nous reste une dizaine de minutes si vous avez des questions. Est-ce qu'on a pu observer combien des premiers apprentissages permettaient d'accélérer les apprentissages suivants qui étaient différents ? Ça me paraît pas évident. Enfin, je suis pas complètement sûr de ça. Je peux donner des éléments positifs et négatifs à cette réponse-là. Positif, il est très clair que, par exemple, la première fois que mon singe vient, s'il est complètement naïf, qu'il n'est jamais venu, donc il va explorer, donc il va avoir des réponses, il va avoir des récompenses, et puis petit à petit, il va apprendre quelque chose. La différence, c'est que la deuxième fois où il va venir, il sait que dans ce genre de situation, il y a en général des solutions. C'est-à-dire que cette fois-ci, il se met dans une logique de recherche. Et donc certainement que mes animaux maintenant tendent à apprendre plus vite, mais ils apprennent plus vite, non pas parce qu'ils ont forcément une meilleure performance cognitive, ce qui est peut-être le cas, mais j'en suis pas sûr du tout, mais tout simplement parce qu'ils sont dans une situation de recherche de solutions. Et puis voilà, une fois qu'ils ont vu 200 manips dans un contexte à peu près similaire, ils savent qu'il y a une solution à trouver au problème qu'on leur pose. Par rapport à l'expérience avec l'effet de contexte social sur le comportement, est-ce que vous avez regardé aussi quantifier l'effet de lien social au niveau hiérarchie, au niveau de grooming? Est-ce qu'il y a un effet de l'individu social? En fait, on est en train de travailler dessus. On l'a fait. Il y a de bons éléments qui nous laissent penser que c'est vraiment une influence sociale. Par exemple, l'effet est plus fort quand c'est un mâle que quand c'est une femelle. La question est un peu différente. Est-ce que par rapport à qui est dans les autres individus en même temps? C'est bien ma réponse. C'est bien ma réponse. Donc un individu particulier, qu'il soit mâle ou femelle, aura un effet social plus fort quand il a un mâle à côté. Okay. Et surtout quand il a un mâle adulte. Voilà, donc il y a vraiment des paramètres sociaux qui interviennent ici dans cette chose-là. Et une deuxième question, est-ce que vous avez une façon de... Parce que si j'ai bien compris la configuration, ils sont en train de faire la tâche en simultané. Ils n'ont pas vraiment un qui fait la tâche et les autres sont publics. Est-ce que vous avez des idées comment créer plutôt une situation vraiment où une personne, un singe est en train de faire la tâche et les autres, pendant qu'il y a vraiment une présence des autres qui l'observent, ou même des tâches qui requièrent de la coopération? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. On n'a pas fait de tâches de coopération. Est-ce que vous avez le dispositif? Non, je n'ai pas le dispositif pour la coopération. Je ne l'ai pas construit pour. Mais c'est a priori assez difficile à gérer. En vous écoutant, je me posais la question suivante. Qu'est-ce que ces singes peuvent nous apprendre sur l'humain?
En particulier, qu'est-ce que les singes vous ont appris, peut-être personnellement, sur vous-même? Alors je ne répondrai pas à ce qu'ils ont appris sur moi. Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre sur l'humain? Je ne sais pas, je ne vais pas donner de grande réponse à ça. Il me semble quand même qu'ici, on est sur une sorte de micro-société. C'est-à-dire qu'en fait, on a un niveau d'échelle qui est assez intéressant, parce qu'on a 30 individus, donc c'est pas 1, 2, 3, on est sur une micro-société. Et cette micro-société, on a à la fois des individus et une vraie société. Donc on a vraiment les deux. Et ce qui me paraît le plus révélateur ici, c'est vraiment c'est qu'on a une sorte de mini-modèle, ou déjà maxi-modèle, je ne sais pas comment on le voit, mais on a déjà une structure qui est pas trop grande pour qu'on puisse en comprendre les paramètres, mais suffisamment grande pour révéler la complexité de la totalité des paramètres qui interviennent. Voilà. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est comment tout ça finalement s'interpénètre, c'est-à-dire comment le social va jouer sur les performances cognitives, comment les performances cognitives vont potentiellement jouer sur l'organisation sociale. Enfin, c'est ce genre de questionnement qui me paraît personnellement intéressant. Oui, j'ai cru comprendre que vos animaux performaient mieux. J'ai cru comprendre que vos animaux performaient le mieux quand ils étaient dans un bon état affectif, émotionnel. Oui. Or, il y a des travaux effectués chez les rongeurs qui montrent que les animaux, le cerveau marche mieux dans un état d'anxiété légère. Je dis bien d'anxiété légère. Donc la question, est-ce que c'est pas un peu contradictoire, ou est-ce que vous considérez qu'un bon état émotionnel comprend une anxiété légère? Non, je dirais pas ça. Je dirais pas ça. Simplement, ce que je remarque ici, c'est que rien n'est induit ici. Contrairement, souvent quand on s'amuse, quand on travaille sur le stress, on met l'animal en situation de stress et on regarde. Enfin, ici, rien n'est induit. C'est-à-dire qu'on a vraiment des mesures qui sont des mesures de variation, je dirais, naturelles, dans un contexte certes relativement restreint, mais on a des variations naturelles. Les résultats sont là. Je veux dire, les résultats font que les animaux sont plus performants dans la tâche. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont plus performants dans toutes les tâches? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, dans ce type de tâches, ils sont plus performants spontanément, sans aucune forme d'induction. Bonjour. Je voulais savoir à propos du Relational Match to Sample, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle en français, quand vous expliquez que vous l'obteniez avec les babouins, tandis que c'est très difficile de l'obtenir avec des enfants, même de 4-5 ans. Ouais. Geithner montre que c'est très difficile et que c'est essentiellement boosté avec le langage. Moi, je dirais que vous avez vu le nombre d'essais. Il faut 30 000 essais pour leur apprendre ça. C'est-à-dire que ça ne se fait pas en 2 jours. Et alors, c'est une vraie interrogation. Je veux dire, comment ces animaux font je ne sais pas précisément ce qu'ils font. Ils le font de toute évidence de manière relationnelle. Donc ça, c'est ce que je vous ai présenté là le montre. Mais on a d'autres données qui montrent que c'est vraiment un traitement relationnel. Mais ceci dit, c'est un traitement relationnel qui va mettre 30 000 essais pour émerger. Alors quel est le processus? Je ne sais pas exactement. Mais il me semble vraiment que finalement, à force d'exposition et de surexposition, il y a une sorte de structuration du problème que l'animal va arriver à détecter de manière très très progressive. Et on n'est pas du tout dans le type de logique où chez l'enfant, on va lui associer par exemple des labels aux relations. Et d'un seul coup, le label va être une sorte d'explicitation de la relation. On n'est pas du tout dans ce type de logique. Ici, on a quelque chose où l'animal probablement va progressivement, à force d'exposition et de surexposition, détecter des stabilités de structure de problème. Voilà. Et ça émerge comme ça. Et une fois que ça a émergé, ça va émerger, mais ça va transférer. Et donc, on a par exemple fait d'autres manips là-dessus, où on montre que l'animal est capable finalement, après, de faire du matching de ce type-là, mais en passant de la forme à la couleur. Ce genre de choses. Et que ça émerge, ça prend du temps, ça va être très très progressif, mais après il y a un vrai potentiel de généralisation et de transfert. Encore 2 questions environ. Bonjour, je voulais vous demander vis-à-vis du caractère positif de la récompense, je ne sais pas si vous l'avez fait ou si ça a été fait, mais par exemple de faire une session d'exercice où au lieu d'avoir une graine, ils vont avoir 3 graines, la vitesse d'apprentissage, ou même plus que ça, au final, la récompense que vous créez est relativement fictive, c'est un bonus pour lui, il a le droit à cette graine, mais dans le cas où, par exemple, la récompense représente un vrai avantage pour lui, notamment, par exemple, est-ce que si jamais vous les mettez dans une condition de faim et qu'ils auront plus besoin de cette graine, qu'elle représente plus quelque chose évolutif et un besoin,
plus que juste quelque chose supplémentaire. Donc la question, c'est est-ce que ça va booster l'apprentissage ? Oui, oui, voilà. Ouais, je ne l'ai pas fait, mais je pense qu'il y a toute une littérature behavioriste qui montre que effectivement la façon qu'on a de distribuer la récompense ou de la donner ou les quantités, ce genre de choses, change fondamentalement les vitesses d'apprentissage et d'acquisition. Donc oui, si je change les paramètres de la récompense, je vais changer les profils d'apprentissage. Quand on regarde vos courbes d'apprentissage, elles sont très progressives et elles ne montrent pas d'accélération brutale comme ça se passerait, par exemple, pour un humain qui aurait brusquement compris un ressort secret. Est-ce qu'on peut en déduire que les singes n'ont pas véritablement de conceptualisation, qu'ils apprennent simplement progressivement à automatiser? Ou alors est-ce que les tâches que vous proposez n'ont pas de ressorts secrets qui pourraient être dévoilés, donc cette progressivité n'apprend rien? Et est-ce que ça ne serait pas, dans ce deuxième cas, intéressant de faire justement des comparaisons avec des tâches qui pourraient avoir un saut conceptuel et voir comment ils se comportent? Alors les sauts conceptuels, je suis un peu gêné avec ça en général. Alors il y a l'insight chez le singe, on le connaît, ça a été décrit chez les chimpanzés. Donc en fait, il y a des situations où l'animal semble montrer une compréhension soudaine du truc. Voilà. L'insight n'a été décrit que chez des grands singes, à ma connaissance, et pas chez des singes de ce type-là. Mais après, qu'est-ce que ça veut dire une compréhension soudaine du truc ? Est-ce que ça veut dire que c'est vraiment une nouvelle intégration de quelque chose ? Ou est-ce que c'est juste une généralisation à quelque chose qui est déjà connu, et puis d'un seul coup on dit « Ah ben oui, mais c'est proche de ça ». Pouf, je réponds. D'accord ? Et donc il me semble que voilà, si j'avais une vraie inflexion de la courbe qui dise « Voilà, en 2 essais, il a compris le truc, il le fait », peut-être que c'est juste une généralisation à ce qu'il y a eu avant. Une situation précédente qui est potentiellement similaire ou partiellement similaire. Voilà. Donc ça me paraît difficile à interpréter en général ce genre de choses. Ce que je remarque, c'est qu'en général, je n'ai jamais ça. La signification réelle de ça, je ne sais pas. Je ne peux pas dire exactement ce que ça veut dire. Est-ce que c'est une absence de conceptualisation ? J'ai quelques difficultés à le croire, précisément parce qu'après, ils sont capables de généraliser et de passer à d'autres contextes. Donc, désolé, on ne va plus pouvoir prendre de questions. Si vous avez encore des questions, je vous invite à les poser directement à M. Fagot, qu'on remercie beaucoup encore d'avoir accepté.